Eh bien, ils peuvent le supposer. C'est logique. Je ne veux pas en parler. Et si nous en parlons, je ne veux pas vous parler des conversations. C'est trop tôt. Mais je crois que nous faisons des progrès. Nous voulons arrêter la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Et je veux l'arrêter simplement parce que je déteste voir tous ces jeunes gens se faire tuer. Les soldats sont tués par centaines de milliers. Est-ce que c'est malin, finalement, de garder le suspense? Parce que Donald Trump répondait à une question précise. Combien de fois a-t-il parlé à Vladimir Poutine ces derniers mois? Il botte un peu en touche, ou en tout cas, il préfère rester flou. C'est plutôt malin de sa part, Catherine? Mais c'est pas la première fois qu'il répond comme ça. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il s'exprime de telle manière qu'on en conclut qu'il a parlé à Vladimir Poutine, mais il ne le dit jamais vraiment, et surtout, il ne le dit pas combien de fois il lui a parlé, parce que, souvenez-vous, dans un des livres qui a fait beaucoup de bruit quand il est sorti aux États-Unis il y a quelques mois, on expliquait qu'il avait parlé 7 fois à Vladimir Poutine pendant la période où il n'était plus à la Maison-Blanche. Donc, en plus, c'est un sujet un peu sensible. Mais évidemment, tout converge vers le fait de penser qu'en effet, il lui a parlé, parce que c'était déjà durant la campagne électorale l'obsession de Donald Trump de dire qu'il allait réussir à mettre un terme à cette guerre, contrairement à Joe Biden. Et son argument, celui qu'il utilise à chaque fois, c'est de dire parce que je veux que ces jeunes gens arrêtent de se faire tuer et que ce sont des morts inutiles. Donc, évidemment, en toute logique, ils se sont parlé, oui. Gallagher, est-ce qu'il bluffe Pour répondre à votre question, il est gêné. Parce qu'il y a plusieurs choses. D'abord, on sent qu'il y a une espèce de flou artistique entretenu sur la réalité de ces conversations ainsi que leur teneur et le nombre des conversations, sachant que ce qui a été rapporté par Bob Woodward dans son livre War, il se serait parlé au moins 7 fois avant que Trump ne soit réélu. Particulièrement pendant le Covid. Puisqu'on a commencé l'émission en parlant de Musk, il y a un vrai sujet sur les contacts entre Elon Musk et Poutine. Ils se sont parlé également à plusieurs reprises et les renseignements, une partie des renseignements américains aurait bien aimé, il est peut-être trop tard pour cela, vu ce qui est en train de se passer outre-Atlantique, savoir ce qu'ils se sont dit et à propos de quoi ils ont discuté. Mais c'est effectivement très inquiétant. Là, on a Donald Trump. Et regardez la situation de l'Europe. On est coincé entre Narva et le Groenland. Narva, on est en train de regarder du côté des Russes en se demandant si ça va venir de là-bas. Et Groenland, on est en train de se demander si le type qui est censé être un partenaire, un ami, un allié, je ne sais pas, lui va s'en prendre au Groenland. Donc, sur le sujet ukrainien, on va commencer à avoir des vrais moments de vérité. Est-ce qu'il est en train, au fond, le général Yakovlev dit, tout ce qu'il fait, malgré tout, va dans le sens de Vladimir Poutine. Il faut relire ce qu'il disait en décembre, juste après. Il va à Notre-Dame, il fait des sourires à tout le monde, etc. Et juste après, alors il est très dur sur les Russes, mais évidemment très dur sur les Ukrainiens. Quand il parle des 400 000 soldats ukrainiens, il dit que ce sont des pertes vaines, vainement, évidemment. Même ridicule, il a dit. Il a dit ridicule, enfin, dans le mot anglais. C'est évidemment très insultant, ressenti comme très insultant par les Ukrainiens. Oui, complètement, c'est tout à fait vrai. Mais je ne vais pas vous mentir, quand je discute avec certains, je ne vais pas nommer ces personnes, mais des représentants ukrainiens, que ce soit politiques ou diplomatiques, pour l'instant, c'est pas très optimiste, qu'on se dise vraiment les choses. Pour l'instant, les signaux différents envoyés par l'équipe de Donald Trump ne sont pas vraiment bons par rapport à l'Ukraine. Alors certes, on a entendu dès les premiers jours de sa prise de fonction l'histoire des sanctions vis-à-vis de la Russie si elle ne souhaite pas négocier, mais le lendemain, il a insulté Volodymyr Zelensky. En même temps, on a par exemple des initiatives sur le plan des négociations et de la diplomatie. On nous explique que Plan prépare un plan. Finalement, on découvre dans la presse, et les Ukrainiens le pense aussi, n'a en réalité toujours pas de plan, ou en tout cas même pas de concept of a plan, comme il disait par rapport aux questions, je crois, de la santé lors de la campagne américaine. En fait, on ne sait pas vers où aujourd'hui va Donald Trump. Et c'est ça, c'est là où sa pensée, le fond de sa pensée est apparu peut-être le plus directement. Zelensky et l'Ukraine aimeraient conclure un accord et mettre fin à cette folie. Ils ont vainement perdu 400 000 soldats et bien plus de civils. Dans l'esprit de Trump, en réalité, le fameux argument de ceux qui disent tout ça ne sert à rien, il est là. Mais qu'est-ce qui inquiète aussi les Ukrainiens? Quand vous écoutez la formule qui est employée par Trump à bord de Air Force One, il utilise la voix passive. Il parle de soldats qui ont été tués. Mais ils ont été tués par qui? Et par la faute de qui? C'est-à-dire qu'il serait quand même temps que Donald Trump, qui adore être fort avec les faibles, commence à être fort avec ceux qu'il perçoit comme étant forts. Et Vladimir Poutine en fait assurément partie. Il le dit, il est génial, il est fort, j'aimerais être comme lui, etc. Comme Kim Jong-un, qui nous montre ce dont il est capable face à lui, parce que pour l'instant, ça n'y ressemble pas. Et je disais qu'il va y avoir des moments de vérité. J.D. Vance
va parler avec Zelensky. Keith Kellogg, son envoyé spécial, le 20 février, va se rendre à Kiev. Donc là, on va être moins, je pense, je le souhaite, je l'espère, dans cette espèce de flou artistique trumpien où il y a des plans, mais on ne sait pas trop ce que c'est. Il y a une intention, on n'arrive pas à la définir. Et il va falloir commencer à mettre des choses sur la question a aussi été posée au Kremlin. Est-ce que oui ou non, Donald Trump et Vladimir Poutine se sont parlé ces derniers jours? Écoutez Dmitri Peskov, le porte-parole, qui utilise le Joker. Que puis-je dire à propos de cette information? Au fur et à mesure que l'administration à Washington développe son travail, de nombreuses communications différentes se produisent. Et ces communications passent par différents canaux. Alors bien sûr, en raison de ces nombreuses communications, je peux ne pas savoir quelque chose, ne pas être au courant. Alors dans ce cas, je ne peux ni confirmer ni infirmer cette information. Donc c'est faux. Alors pourquoi dit-il à ce point n'importe quoi? Parce que là, vraiment, évidemment, il est sans arrêt aux côtés de Vladimir Poutine, il sait très bien s'il y a eu le coup de fil ou non. Pourquoi est-ce qu'il tourne à ce point-là autour du pot? Parce qu'il ne veut pas mettre en difficulté les futures conversations entre Trump et Poutine. C'est-à-dire que Poutine mise beaucoup sur Trump, dans le sens où ça va lui rajouter de la valeur vis-à-vis de sa population intérieure, vis-à-vis du poids qu'il aura face à Zelensky, vis-à-vis de ses alliés, en disant finalement l'homme fort c'est moi qu'on vient chercher. Et donc du coup, le but c'est pas de mettre totalement en difficulté Trump, ne pas le ridiculiser avant d'avoir commencé à discuter, mais ça veut dire aussi que Trump ment clairement sur le fait qu'il y ait eu des conversations. Sinon, Poutine aurait été le premier à le crier et à le faire crier par ses sbires sur la télé. Alors, aux théories. L'autre théorie, et je suis partiellement d'accord, je pense que c'est une manière pour Vladimir Poutine d'être en position de force. C'est-à-dire, c'est lui qui cherche à me parler, c'est lui qui raconte partout. On me demande. Oui, voilà, il raconte partout. Et surtout, je parle seul avec la Russie et je n'inclus pas les Européens dans la conversation aussi. Les retours qu'on nous fait, après, ce ne sont que des retours, nous on n'est pas dans les conversations, et ce sont des retours qui sont indirects, puisque les autres diplomates européens n'ont que les débriefs américain. Terrible. Donc, non, c'est pour dire. C'est qu'en fait, Trump a du mal. Oui. Il ne s'y attendait pas. Il pensait que ça allait passer comme dans du beurre avec Poutine, et que en fait, il est sur un Poutine, mais ce qu'on supputait depuis le départ, qui en fait demande une capitulation, et non seulement une capitulation de l'Ukraine et de l'Europe, dont il a strictement rien à faire, mais il l'a dit d'ailleurs en disant qu'ils se coucheront derrière leur maître, mais il demande aussi une capitulation américaine quelque part, puisqu'il leur demande une renégociation de leur position. Est-ce que les Européens se coucheront effectivement derrière leur maître, comme le dit Poutine, ou est-ce qu'ils sont prêts à eux continuer la guerre, même seuls, c'est-à-dire même sans l'aide des Américains, continuer le combat et ne pas négocier avec les Russes? Je pense que les Européens sont prêts. La question, c'est est-ce que les Ukrainiens vont vouloir sincèrement continuer avec seulement l'aide européenne? Parce qu'aujourd'hui, pas tous les Européens, avec une certaine aide européenne, bien évidemment. Parce que, évidemment, quand même, l'Europe donne beaucoup plus en totalité que les États-Unis, en réalité. Pas les armes. Mais sans les États-Unis, l'aide ne sera pas la même, très clairement. Et donc, les Ukrainiens, je pense que la question qui se pose depuis un certain temps, c'est OK, si on n'a pas de garantie de sécurité claire, et c'est ce que dit Zelensky, alors quelle est l'autre solution? Et si finalement la solution c'est, eh bien, on ne vous propose rien de concret, c'est le scénario catastrophe, les Ukrainiens n'auront malheureusement pas d'autre choix. En tout cas, je le pense. C'est ce que je vois sur le terrain, que de malheureusement dire, écoutez, on en a marre de perdre effectivement une grande partie de notre population, on ne peut pas reculer en permanence, on sait qu'on n'aura jamais les moyens suffisants pour pouvoir dégager l'ennemi, ne serait-ce qu'une ville moyenne ukrainienne, pour pouvoir avoir une position de force. Donc on sera obligé de rentrer dans une logique de négociation. Mais pour l'instant, Zelensky est quand même dans un discours qui est différent. Il le change régulièrement et c'est un mauvais signe pour la position ukrainienne dans la diplomatie. Mais il reste clairement sur la position des garanties de sécurité, et il a raison de le faire. Parce que au moins cela, une véritable garantie de sécurité, une vraie, pas les accords, pas le mémorandum de Budapest, ni non plus ce qui s'est passé avec Minsk 1, Minsk 2, cela pourrait au moins satisfaire les Ukrainiens à cette étape. Malheureusement, c'est horrible. Sauf que la seule garantie de sécurité, on le sait, c'est l'entrée dans l'OTAN. C'est ce que disent. Oui. Pourquoi? Oui. Mais appelons un chat un chat. En termes de production d'armes, à la limite,
on donne plus d'argent que les Américains. On pourrait aller acheter des armes ailleurs. Mais le problème, c'est le parapluie nucléaire. Il y a un moment, tu es face à une puissance nucléaire. Et quand tu as les États-Unis dans ton camp qui te soutiennent, tu as le parapluie nucléaire américain. Quand tu arrives avec l'Europe, tu as la France, point. Donc c'est pas la même chose. Donc on va pas chercher midi à 14h. À 407, ils en ont 2000. Voilà. Et donc voilà, la limite, elle est là. Non, c'est une vérité. Il y a un autre scénario dont j'ai entendu Zelensky parler dans un long podcast. Il m'a beaucoup fait réfléchir et réagir. Il dit la chose suivante. Il dit, moi je demande des garanties à l'OTAN, et vous pensez tous que c'est afin de nous protéger face aux Russes. Vous avez raison, mais il n'y a pas que ça. C'est vous protéger. Si vous nous abandonnez, vous nous avez laissé toutes ces armes, qu'est-ce que je vais dire aux parents, aux amis qui ont perdu des enfants, des cousins, des voisins, des amis, etc., quand ils voudront se servir de ces armes pour attaquer les Russes? Et là, il n'y aura plus la politesse des Ukrainiens qu'on a aujourd'hui. La civilité qui consiste à demander la permission de pouvoir Vous voulez dire qu'il sera dépassé par une aile des Ukrainiens qui, eux, voudront continuer le combat. Et ce sera très difficile de leur dire non, vous ne pouvez pas faire ça. Je ne suis pas convaincu. Pourquoi ? Franchement, je ne suis pas convaincu. Il y aura des Ukrainiens qui le feront, sans le moindre doute. Mais je ne pense pas que ce sera... Non, mais il y en aura, ça c'est vrai. Mais ce seront certaines unités qui voudront aller jusqu'au bout. Et je comprends pourquoi. Et personnellement, je suis plutôt de leur avis. Mais malheureusement, quand on regarde l'avis général de l'armée, quand on discute avec les brigades différentes, je ne suis absolument pas convaincu, voire en réalité, je suis sûr que ce ne sera absolument pas ni 50%, ni 33% de l'armée qui iront dans la rébellion. Mais pardon, pourquoi avez-vous changé à ce point ? On disait jamais de négociation. Lisez Nicolas Tenzer, les plus courageux opposants historiques aux communistes, disaient jamais de négociation. Soit par une victoire. Et là, vous dites négociation. Mais non, mais les guerres se terminent. Il faut regarder la réalité en face, Darius. Je veux dire, évidemment, ne pas avoir de négociation, ce serait parfait. Donner à l'Ukraine les moyens de gagner, ce serait parfait. Et j'ai entendu Samantha de Bender dire quelque chose de très juste sur ce plateau il y a 1 ou 2 semaines, c'est de dire que nous avons aidé l'Ukraine et nous lui avons fourni des armes, elles sont n'est pas sorties, c'est complètement faux. On aurait pu faire beaucoup plus. Je ne parle pas que de la France, par exemple, quand je dis nous, je ne parle pas que des Européens. Les Américains auraient pu faire beaucoup plus. Les Américains ont donné 30 chars, les Américains ont donné une toute petite quantité de leur homme vie et d'un tas d'autres équipements. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont menti à leurs opinions quand ils disaient on ira jusqu'au bout, on se battra entre autres, oui, complètement. Et ils se sont mentis à eux-mêmes aussi. Je rappelle ce qui a été dit au départ, il y a 3 ans, par le secrétaire d'État à la Défense de M. Biden, qui a dit le but de guerre de l'Amérique, des États-Unis d'Amérique, c'est d'affaiblir suffisamment la Russie pour qu'elle ne présente plus un danger immédiat pour les alliés européens. Aujourd'hui, c'est le cas. Comme on le soulignait à l'instant sur ce plateau, ils n'ont plus d'armes de pointe, ils n'ont plus d'aviation digne de ce nom. Donc voilà, ils estiment qu'ils ont le cynisme de ne pas aller jusqu'au bout quand on a la passion. Aujourd'hui, c'est le cas alors qu'on vient de faire une séquence de 10 minutes sur Narva en disant c'est peut-être par là qu'ils vont arriver. Franchement, je ne suis pas certain que même cet objectif soit... Non, moi non plus. Le but n'a jamais été de vaincre la Russie, le but était de se défendre. Et donc, on a donné le minimum syndical pour la défense du territoire. Enfin, de libérer quand même la Crimée et le Donbass. Et là, on vient de nous dire... La Crimée, personne ne s'est jamais vraiment prononcé sur dit, mais Macron a toujours dit l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Ça, c'est clair. Mais qu'est-ce que ça comprenait ? On ne sait pas exactement. À part Zelensky, personne n'a jamais parlé de reprendre la Crimée. Oui, mais bien sûr, on disait recouvrer tout le territoire occupé par l'intégrité territoriale. Y compris les Américains. Y compris les Américains. Kirby, sur cette... Kirby l'a dit, oui. C'est vrai. Kirby l'a mentionné. Mais pas Sullivan. Mais pas Sullivan, c'était quand même lui qui avait les clés. En bon français, c'est une reculade. Oui, qui va nous... Non, mais Sullivan n'a jamais été sur cette ligne-là, c'est lui qui avait les clés. Après, non, mais c'est facile de prendre tous ceux qui ont eu les... en sachant parfaitement qu'ils n'avaient pas la main. Donc, il faut arrêter de faire semblant sur un plateau, de croire que les positions les plus extrémistes des gens dans l'administration, qui étaient ceux qui étaient le plus allants... C'est pas extrémiste, c'est le territoire occupé. Oui, j'ai pas de sujet. Mon mot est pas bon, mais disons que les plus allants de l'administration, qui n'étaient pas le poids moyen, qui par ailleurs était l'aile marchande face à ceux qui freinaient, celui qui était le poids moyen depuis le départ, et on le sait, on l'a dit 40 fois sur les plateaux, mais quand je dis 40 fois, c'est 40 millions de fois, c'était Sullivan. Et à chaque fois, vous avez dit, attendez, la ligne d'étillage, elle est là. Et donc lui, il a jamais dit qu'il allait aller reprendre...